Nous évoquions le Gabon, les législatives et la large victoire, quasiment la part du lion pour le PDG, le parti au pouvoir. Jean-Paul Agbo, vous parlez donc des partis au pouvoir généralement qui ont cet instinct de conservation du pouvoir. Oui, donc je parlais du cadre juridique. Ben aussi, il faut tenir compte, encore une fois, d'autres considérations pour justement empêcher ces partis de s'éterniser. Dans notre pays, par exemple, ou dans la plupart des pays africains, on se souvient de longs règnes des pères fondateurs, ou comment on les appelle, enfin, les premiers présidents de nos pays qui ont eu de longs règnes. Oui. Et qui ont plus ou moins traumatisé un peu la classe politique, ce qui explique qu'il y a symboliquement, il y a nécessité de faire en sorte que ce type de règne ne se reproduise. La deuxième chose, c'est aussi le fait que comme ces pouvoirs durent très longtemps, l'opposition a l'impression qu'elle n'arrivera jamais au pouvoir. C'est pour ça qu'on connaît toutes ces contestations un peu partout en Afrique, même au Bénin, au Sénégal, au Mali, tout ça, qui ont déjà connu l'alternance. Les élections connaissent toujours des contestations. Mais à un moment, les contestations, j'allais dire, sont résorbées par le fait que, au final, chacun se dit peut-être, au pire des cas, il est là pour 5-10 ans. Dans les pays où il n'existe pas de limitation, l'opposition peut se dire, on n'y arrivera jamais. Donc ça cristallise davantage les tensions, tout l'importance de limiter le mandat. Et puis, une dernière chose peut-être accessoire, c'est le fait que on parle souvent au Togo de redistribution des richesses. C'est aussi une forme de redistribution, puisque chaque régime qui arrive avec ses hommes. Et surtout que dans notre pays, il n'y a pas eu d'élection locale où l'opposition aurait pu s'exercer à la gestion, et puis dans des exécutifs locaux, ils n'ont que cette possibilité de prendre le pouvoir que par le haut. Donc voilà 3 arguments qui militent pour la question de limitation et la question de l'alternance. Mais encore une fois, l'alternance ne se décrète pas. À la fin, c'est le peuple, enfin c'est par les urnes que ça se décide. On a connu des pays au Japon où pendant presque un demi-siècle, c'est le même parti qui avait toujours gagné les élections, pas en les fraudant, mais en gagnant honnêtement. Donc, c'est pour dire que oui, il faut limiter le mandat pour un certain nombre de considérations, mais en même temps, il faut que l'alternance ait lieu par la volonté du peuple, non parce que c'est les mêmes qui sont au pouvoir. Pour revenir à la question du découpage, pour finir là-dessus, oui, ça doit être un homme, une voix. Il ne faut pas que dans certaines zones, le député soit élu avec 1000 voix et puis dans d'autres avec 200 000 voix. Quelles que soient d'ailleurs les considérations qu'on puisse mettre en avant, les considérations d'ordre démographique, donc d'ordre géographique, etc. Mais on ne peut pas totalement éliminer la tentation des gouvernants à faire en sorte à faire des découpages qui les arrangent. On peut faire des découpages où un homme, une voix, mais on s'arrange pour que le découpage soit fait en faveur en créant les circonscriptions, comme ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis. On crée des circonscriptions exprès pour que tel député puisse être élu ou tel autre candidat puisse être. Mais je pense que l'élément fondamental doit être un homme, une voix. Mais Francisco, est-ce que la question du découpage aussi n'est pas balayée en brèche par le fait que chaque parti doit quand même être représenté? Il ne faut pas... C'est cette notion de fief là où on dit, bon, tel parti est plus représenté ici. Il faut que les autres fassent aussi un travail pour être représentés là-bas. Oui, mais la question de fief, Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, que les gens sont restés longtemps au pouvoir, ils ont la même mise sur tout. Donc, qu'est-ce que l'opposant en tant que tel, en dehors de la parole mielleuse, peut faire? En fait, même les députés de ces partis, ceux qui sont candidats, même les députés n'ont pas
n'ont pour vocation, n'est-ce pas, d'aller construire des immeubles et autres. C'est l'État qui le fait et eux, ils ne sont que, en principe, des porte-parole. Mais quand les députés s'en vont aller promettre, par exemple, des routes et autres, ce n'est pas de leur devoir. Donc, voilà, si l'État est arrivé, et malheureusement, il n'y a pas la décentralisation, et si l'État arrivait à faire des choses suivant un plan où chaque région devait profiter des fruits du pays, on n'allait pas voir des zones où on s'en va, on ramasse les minéraux et que à ciel ouvert et que on continue d'avoir la pauvreté la plus ambiante. Donc voilà, c'est le politique qui a régné longtemps, qui Jean-Paul le disait tout à l'heure que au fait en Europe ou bien en Occident, dans les grandes démocraties, les présidents sont plus chargés que les nôtres qui n'ont pratiquement rien à faire, qui veulent s'éterniser au pouvoir. Mais avec le temps, on tombe dans la routine, dans le trivial et on n'arrive plus, n'est-ce pas, à rien faire. Donc si toutes ces conditions sont réunies, qui est l'alternance, les élections locales et autres, que les biens du pays sont distribués de façon plus ou moins équitable, je pense qu'on ne demanderait pas à un individu qui a toutes ces facultés, qui peut, surtout lorsqu'il y a l'élection locale, la décentralisation, il y a la coopération décentralisée et autres, des gens peuvent aller chercher des partenaires ici et là et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça fait une concurrence entre les régions, mais qu'est-ce que celui-ci a fait là-bas? Et vous voyez, en Europe, lorsqu'il y a le tour cycliste, tout le monde cherche, les maires demandent, même vous avez vu les JO de France, vous avez vu comment le maire de Paris, Anne Hidalgo, a tout fait et puis accompagné du gouvernement pour aller décrocher ce joyau. Mais c'est par rapport aux revenus que ça va apporter à la nation. Donc, en fait, c'est le fruit de la décentralisation et du meilleur partage du fruit de la nation. Mais quand on reste dans ce cancan que c'est moi, donc rien ne va quoi. Ah ben. Oui, j'aimerais d'abord observer deux nuances. La première sur le fait que les présidents des grands États censés être des démocraties travaillent plus que les présidents, pas forcément de petits États, mais qui ne sont pas en démocratie. Il se peut que ça ne soit pas vrai. Il n'y a pas eu très longtemps, il y a de cela quelques jours seulement, Ali Bongo a dû être évacué pour cause de fatigue. Moi, je dis que la dictature fatigue beaucoup plus que la démocratie, parce que au-delà du fait que vous êtes obligé de faire le minimum, parce que quelles qu'en soient les armes dont vous disposez, quand la majorité véritablement du peuple se réveille ou se lève, aucune armée ne peut venir au bout de ce peuple. Donc, vous êtes obligé de faire le minimum ou faire semblant de faire le minimum. Ça, c'est un. Mais secondo, vous êtes obligé d'observer même vos amis. Parce que vous êtes conscient que vous avez verrouillé la voie des urnes et que celui qui veut venir au pouvoir est obligé de vous éliminer. Donc, et puisqu'il est difficile à ceux qui sont à l'extérieur ou surtout ceux qui viennent du peuple de vous atteindre, vous êtes encore obligé, en dehors du fait de faire semblant de faire quelque chose pour le peuple, d'observer ceux qui sont avec vous pour voir qui veut porter atteinte à votre vie, qui en veut à votre fauteuil présidentiel. Et donc, ça fait véritablement une double fonction et qui, à mon avis, pompe beaucoup plus que quand on est dans un système démocratique où on doit seulement faire tout pour tenir ses promesses ou éventuellement, si on n'est pas dans son dernier mandat, faire tout pour se faire réélire. Je rappelle aussi qu'actuellement, Emmanuel Macron a pris quelques jours de repos pour coup de fatigue aussi. Sauf que lui ne s'est pas évanoui. Non, mais il est déjà sorti. Et on ne fait pas un mystère sur... on n'entoure pas sa santé de mystère, comme dans d'autres pays. Alors, la deuxième observation concerne le fait que les députés promettent des routes et autres. En réalité, on peut promettre sans verser dans la démagogie. Parce que quand le député travaille en synergie avec l'autorité locale élue, le maire par exemple, de la localité, mais naturellement ça constitue un fort lobbying sur les leviers du pouvoir central. Et donc, comme tel,
on peut faire venir des constructeurs ailleurs où il y a véritablement les élections locales et les élus qui sont dynamiques. On réussit à négocier avec des sociétés qui font des délocalisations dans leur circonscription électorale. Et donc, c'est possible qu'un député promette, sauf que dans le cas d'espèce, je comprends les aînés qui remarquent plutôt de la démagogie que d'une promesse qui est souvent mise en œuvre par les négociations ou les partenariats que ces élus, les élus plutôt, voilà, négocient ou lient avec le monde extérieur. Pour revenir au Gabon, peut-être je m'en vais chuter là. Pour moi, c'est triste dans la mesure où quand vous dépassez des millions ou des milliards même pour organiser des élections, alors qu'il n'y a pas un véritable résultat à la fin, je me dis à quoi bon? Parce que ces milliards-là peuvent servir à d'autres choses, à construire les hôpitaux, à rénover les établissements scolaires, parce que là encore, le Gabon n'est pas véritablement un modèle, et donc à financer le monde universitaire, le monde de la recherche. Parce que quand vous organisez une élection et que votre principal challenger n'y participe pas, ça veut dire que le problème n'est tout simplement pas réglé. D'accord.